On se rend compte qu'en Afrique, surtout avec l'explosion de mobiles, on produit énormément de données, sauf que nos données ne sont pas utilisées. L'intelligence artificielle lit mieux que tout radiologue les images de radiologie. Un professionnel de santé, c'est-à-dire toute profession confondue, sur les 10 millions qui manquent dans le monde, 4 500 000 manquent en Afrique. Si on prend les médecins, nous en avons 3 pour 10 000. Ailleurs, ils sont à 16 ou à 34 dans certains endroits. Donc, dans l'accès aux soins, là où l'intelligence artificielle peut être utile aussi, c'est l'augmentation de la télémédecine et le suivi des patients chroniques à des soins de qualité. En matière de technologie, la dernière fois, quand on a parlé de l'IA, on a insisté sur les données. On se rend compte qu'en Afrique, surtout avec l'explosion du mobile, on produit énormément de données. Et même dans les hôpitaux, un peu partout, on produit énormément de données. Sauf que nos données ne sont pas utilisées. Quand quelqu'un les utilise, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Africains eux-mêmes. C'est d'autres personnes qui les utilisent en majorité. Il peut arriver des petits îlots quelque part où on utilise les données. Mais la majorité des cas, ce n'est pas nous qui les utilisons, ou elles ne sont pas utilisées, ou c'est quelqu'un qui vient nous financer et qui dit partage de données. On est d'accord, on partage les données, lui, il sait comment les utiliser, mais nous, on ne les utilise pas, on les pose. Donc, c'est vraiment un gros problème en Afrique. Et ça fait que nous avons des données qui sont éparses, ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé, et donc inutilisable par nous. Mais d'autres personnes savent, quand ils en ont besoin, ils savent comment faire pour avoir les données structurées, organisées et pouvoir les utiliser. Donc, c'est un gros problème. C'est nous qui perdons en Afrique par rapport aux données, même quand nous les produisons et que nous avons les moyens de les exploiter, on ne les exploite pas. La recherche médicale, elle est rudimentaire. Et souvent, je dis que nous sommes en fait, même quand il y en a en Afrique, on nous transforme en ouvriers, ouvriers de la recherche. Tout simplement parce que celui qui a défini la recherche est ailleurs, celui qui extrait le principe actif est ailleurs. Et celui qui a fait les premiers tests de laboratoire sophistiqués qui lui permet de sécuriser son produit est là ailleurs. Et c'est juste quand il s'agit d'avoir des malades, beaucoup de malades en phase 3 à tester. On vient en Afrique, on prend quelques médecins qui sont impliqués dans cette recherche. Parfois, ils ne savent même pas que c'est une plante qu'on a enlevée devant chez eux, aller travailler, revenir, lui, il teste, on ramène, et quand le médicament revient, il ne sait même pas sait pas de quoi il s'agit, alors que c'est quelque chose qui pousse devant chez lui. Donc, on est vraiment à un stade très rudimentaire, à part quelques pays très rares. Et sinon, nous sommes en Afrique, nous devenons en quelque sorte ce que moi que je dis, les ouvriers de la recherche. Pas nous qui décidons, c'est pas nous qui orientons. Donc, ici, ça, c'est les problèmes au niveau de l'Afrique. Tous ces fardeaux-là, c'est ce que nous vivons en matière de santé en Afrique. Et si vous voulez en chiffres, quand vous voyez ici le déficit de personnel de santé en professionnels de santé, c'est-à-dire toute profession confondue, sur les 10 millions qui manquent dans le monde, 4 500 000 manquent en Afrique. Si on prend les médecins, nous en avons 3, 3 pour 10 000. Ailleurs, ils sont à 16 ou à 34 dans certains endroits. Les décès qu'on pouvait éviter, c'est-à-dire les décès pour lesquels, si on a un médecin avait vu le patient, avait posé le diagnostic, il aurait pu ne pas mourir. Donc, les décès qu'on pouvait éviter, il y en a pour 1 200 000 en Afrique, sur les 3 500 000 qu'il y a dans le monde. Donc, on a vraiment une pression et des statistiques qui sont assez criantes. Et quand on prend les patients qui sont en dehors des grandes villes et qui n'ont pas accès aux soins, en termes de pourcentage, c'est 75% des personnes qui vivent en dehors des grandes... 75% sont en Afrique, sur toute la population mondiale. 75% des personnes vivant sans accès aux soins, parce qu'ils vivent en dehors des grandes villes, ils sont en Afrique. Quant aux erreurs médicales, on n'en parle même pas. Il n'y a même pas de données, parce qu'en Afrique, ce sont des choses qu'on ne compte pas. Quand quelqu'un meurt, il est mort. Est-ce que c'était une erreur médicale? Qui va le noter et qui va le signaler? Donc, les erreurs médicales, il y en a en Afrique, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, et ça cause beaucoup de morts, mais en Afrique, je suis sûr qu'il y en a plus, mais on ne les voit pas parce que ce n'est pas signalé. Donc,
Voilà le contexte dans lequel nous agissons et pour lequel nous pensons que l'intelligence artificielle pourrait apporter quelque chose. Si nous prenons le diagnostic dont nous avons parlé, l'intelligence artificielle lit mieux que tout radiologue les images de radiologie. Ça se passe tout simplement quand vous faites une radio du poumon, un scanner ou une IRM. C'est un radiologue, il le lit et il pose son diagnostic. Mais quand c'est l'intelligence artificielle, c'est comme s'il y a 10 radiologues qui ne regardaient que la couleur, 10 radiologues qui mesurent l'épaisseur des tissus, 10 radiologues, chacun spécialisé dans quelque chose de précis. Et quand eux tous, ils sont d'accord, chacun, lui, il estime que la couleur, effectivement, ça ressemble à telle pathologie. Lui, il estime que l'épaisseur, ça fait telle pathologie. L'autre estime que la profondeur, que le contraste, que la forme, que tout ça, ça ressemble à telle pathologie. Effectivement, ils vont tous maintenant dire il s'agit de telle pathologie et on se retrouve à 99,99% de chances pour que ça soit vrai. Donc, c'est tout comme si on avait énormément de spécialistes. Chacun est spécialisé dans un morceau et ils sont tous ensemble en train de regarder cette radio pour nous sortir un diagnostic. Donc, à ce moment, il n'y a pas un homme dont la vue est aussi perçante, un homme dont les connaissances sont aussi profondes et aussi performantes sur les couleurs, la forme, les dimensions et tout ça, et qui puisse nous sortir un diagnostic plus fort que ça. Donc, c'est en cela que pendant longtemps, d'ailleurs, les gens ont dit que les radiologues vont disparaître, mais bon, c'est autre chose. Il ne faut pas qu'ils disparaissent. Ils vont pas disparaître. Donc, dans le diagnostic de l'imagerie, l'intelligence artificielle est extrêmement performante. C'est la même chose dans les cancers, par exemple, toutes les lames de pathologie. Les lames de pathologie, aujourd'hui, quand vous êtes dans certains pays, vous voulez de l'anapathe, vous faites votre prélèvement, vous attendez 15, 21 jours avant d'avoir les résultats. Avec de l'IA, vous l'avez, vous avez les résultats en 1 heure. Et donc, cette capacité de l'IA à poser le diagnostic nous permet de partager les ressources en Afrique. Dans un pays où il n'y a que 2 anapathes, si on met de l'IA là-dedans, ils pourront faire les anapathes de tous les pays, tous les jours. Toutes les lames d'anapathes pourront être analysées. Donc, c'est un partage de ressources. Mais jusqu'où doit-on aller? Parce qu'à un moment donné, si l'intelligence artificielle est aussi forte, on n'aura plus besoin des pathologistes. On n'aura peut-être plus besoin des radiologues. Donc, jusqu'où faut-il aller avec ce savoir-là? L'autre aspect intéressant dans le diagnostic, c'est que comme ils regardent tous, toutes les parties, comme si plusieurs spécialistes regardaient, il y a un spécialiste qui va voir que, en fait, quand il y a cette couleur, ça veut dire que dans 1 an, il y aura un cancer du cerveau. Et c'est là où apparaît la précocité du diagnostic. Parce qu'ils arrivent à identifier que vu ça, plus ça, plus ça, habituellement, ce sont les signes précurseurs d'un cancer qui va arriver au bout de 12 mois, au bout de 18 mois ou au bout de plusieurs mois. Donc, ça amène la précocité du diagnostic. Ça veut dire que pour nous, en Afrique, ce que l'IA peut changer, c'est un diagnostic de précision, c'est un diagnostic précoce, c'est le partage des ressources. On n'a qu'un seul cardiologue dans le pays, eh bien, on le partage et il pourra faire beaucoup plus de choses que ce qu'il fait actuellement dans un seul hôpital. Donc ça, c'est la partie que l'IA fait dans le diagnostic et qui est très intéressant. Ensuite, dans l'accès aux soins, qui sont également un de nos gros problèmes dans les campagnes en particulier, l'accès aux soins, on a vu tout à l'heure, 75% des personnes en Afrique qui vivent en dehors des villes n'ont pas, ils n'ont pas accès aux soins, à des soins de qualité. Donc, dans l'accès aux soins, là où l'intelligence artificielle peut être utile aussi, c'est l'augmentation de la télémédecine et le suivi des patients chroniques. Quand on dit augmentation de la télémédecine, parce que quand on fait on mène des activités de télémédecine, comme c'est le cas sur cette image, on a un appareil, on prend l'image. En télémédecine, l'image est récupérée, stockée quelque part, parfois envoyée sur un serveur, et on prévient un spécialiste ophtalmo qui va venir regarder et qui va donner son avis.
Ça prend, même si c'est télémédecine, même en temps réel, ça prend du temps. Parce qu'il faut que l'image soit prise, qu'elle soit stockée, qu'elle soit envoyée, même si c'est très rapide, mais il faut que l'ophtalmo soit devant, qu'il le regarde et il donne son avis, avec le risque de se tromper et le temps qu'il va prendre pour regarder. Avec l'IA, pourquoi on dit ça augmenté, c'est-à-dire sur l'appareil, ça apparaît tout de suite, non seulement l'image sur votre téléphone ou sur n'importe quelle tablette, mais le diagnostic, en disant il s'agit d'une rétinopathie diabétique type 2 ou type 1, tout de suite. Et on donne ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Ça veut dire que tout le circuit qui était initialement qu'on estimait très performant déjà quand on faisait télémédecine, on disait ah c'est très rapide, on arrive à faire ça, ça devient encore plus rapide, instantané, avec un diagnostic qui a été lu par des dizaines de milliards et des dizaines de milliers d'experts qui sont tous convenus du même diagnostic, de la même conduite à tenir. Donc à partir de là, l'infirmière qui est au village là-bas, ou le médecin généraliste qui est à l'autre bout de la ville, il sait de quoi il s'agit, il sait ce qu'il faut faire à près de 99%. Donc, à partir de ce moment, on permet l'accès à des soins, à des gens, des soins spécialisés, à des gens qui, autrement, n'auraient pas pu avoir accès à ces soins-là. C'est pour ça qu'on dit que ça augmente la télémédecine. Et c'est la même chose pour les patients chroniques. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous ont des objets connectés qu'ils ont sur eux qui peut permettre de suivre à distance. Donc, un seul médecin peut suivre tous les diabétologues de la capitale, par exemple, tous les patients diabétiques de la capitale devant son écran, avec juste assisté par l'intelligence artificielle, avec juste des alarmes. C'est celui-là, il faut le regarder, celui-là, il a ça, celui-là, a sa glycémie tombe, à lui, il fait trop d'efforts. L'entrée de faire du sport, il fait trop d'efforts, donc il faudrait peut-être voir. Vous allez même jusqu'à certains outils qui vont, à partir de ce moment, décider personnellement de vous injecter de l'insuline, vu votre niveau de glycémie actuel. Donc, on a une surveillance très, très précise, presque personnalisée de l'ensemble des patients qui ont des, des pathologies chroniques. Mais encore une fois, jusqu'où on doit aller. Et à chaque fois, il faut qu'on se pose cette question. Parce que c'est vrai, ça règle le problème d'accès aux soins. Mais ça crée aussi d'autres soucis et il faudra qu'on sache jusqu'où on veut aller. Dans la médecine prédictive et préventive, nous, on parle souvent du 3PTN que nous avons convenu et mis en place. 3P, ça veut dire prévoir, prédire, prévenir. Et quand tout ça a échoué, il faut savoir traiter sans nuire. Donc, et cela, ça veut dire quoi? Le concept de One Health, avec l'avènement des technologies, de l'Internet, des milliards de données qui sont produites chaque jour et la rapidité de tous les processus des processeurs, on en avait parlé, c'est ça qui a amené l'intelligence artificielle. On peut aujourd'hui analyser tout le complexe pathogène. Et le One Health, ça veut dire quoi? La maladie que j'ai, elle est certainement liée à mon environnement de vie, à tout ce qu'il y a autour de moi, y compris les animaux. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir travailler ensemble en analysant les données de tous les vétérinaires, les données des agriculteurs, les données des météorologistes, nos données médicales pour pouvoir arriver à détecter des problèmes de santé qui vont se poser pour la population ou pour le patient. Toutes ces analyses-là ne peuvent se faire en d'autres temps. Il aurait fallu peut-être des milliers d'ingénieurs, des milliers de professeurs, des milliers de médecins pour pouvoir faire tout ça ensemble. Et ça prendrait beaucoup de temps. Avec l'intelligence artificielle, il le fait directement en prenant toutes ces données, les croisant pour ressortir des aspects particuliers. Et on peut maintenant penser au One Health. Et ce concept-là de complexe pathogène, il date des années 30. C'est un anthropologue qui l'avait identifié en parlant de ce qui arrive, pourquoi deux personnes qui vivent au même endroit mangent la même chose, font la même chose, pourquoi il y a un qui est malade et pas l'autre. Donc, ce qui permettait d'identifier d'abord l'individu lui-même, il est qui?
même s'ils sont des jumeaux, mais chacun est différent. Donc l'individu biologique, l'individu social, l'individu culturel, l'individu administratif. Donc on arrive à identifier parfaitement lui, il est qui comme individu en tant qu'individu. Ça, c'est au niveau de l'individu. Donc, ce sont des données qui peuvent être utiles pour le soigner, pour mieux le soigner. Après l'individu, la connaissance de la maladie, cette maladie-là, comment elle se comporte, elle commence où, elle va où, elle est véhiculée par quoi, est-ce que le vent lui agit dessus, est-ce que la température agit dessus, est-ce que l'humidité de l'air, on a toutes ces données-là, on peut ensemble comparer pour arriver à quelque chose de plus précis. Donc ça, la maladie, si on connaît l'individu, on connaît la maladie, et maintenant, on va voir l'environnement, c'est-à-dire l'environnement où cette personne vit et qu'est-ce qu'il fait. Il fait quoi, où et avec qui. Donc, ce qui nous permet, en l'analyse de cette du complexe pathogène de façon très précise, de pouvoir identifier et prédire, de savoir que ici, là, il y aura un jour la méningite. Et ou bien de pouvoir dire, attention, dans 2 mois, il y aura le premier cas de maladie de méningite. Et une fois qu'on l'a dit, qu'on l'a prédit, on peut prévenir. On dit, bon, comme c'est dans 2 mois et que c'est à tel endroit, on commence les vaccinations là-bas. On les vaccine pour qu'ils soient résistants au moment où cette méningite va arriver. Donc, au lieu qu'il y ait 80 personnes qui soient touchées, peut-être il y aura 2 personnes. Et s'il y a 2 personnes qui sont touchées, il faut qu'on sache qu'on soit prêt déjà à les traiter sans nuire. Ça, ce que l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de faire et qui est déjà utilisé à certains endroits. Ensuite, au niveau individuel, c'est le home care qui est augmenté aussi aujourd'hui. Le home care, les gens, ils sont à la maison. Et avant, ils avaient cette tablette. Sur cette tablette, avant, le médecin se connectait pour regarder ce qu'il en est, ou bien sur une plateforme, il se connectait pour avoir. Maintenant, vous aurez, avec sa montre, à un moment donné, le médecin va recevoir un message qui lui dit sa glycémie était trop élevée, je lui ai injecté de l'insuline, j'ai appelé les secours et l'ambulance est en route. L'intelligence artificielle peut le faire surtout avec ce qu'ils sont en train de mettre en place actuellement. Ça va devenir extrême. Il va pouvoir prendre des décisions lui-même, agir et après vous prévenir. Donc, c'est le home care lui-même aussi devient très augmenté. Donc, en matière de prévention, ça veut dire qu'on dispose d'outils extrêmement performants pour nous permettre de prévoir, de prédire, de prévenir et de traiter sans nuire. Dans la surveillance, par exemple, ça c'est une solution que nous on a mis en place qui permet de surveiller à l'échelle d'un pays, de toute une région, d'un pays, de plusieurs pays, la surveillance de maladies particulières, la surveillance de signes particuliers qu'on peut identifier, et par exemple la fièvre, la toux, diarrhée, vomissement ou diarrhée sanguinolente, tous les signes qu'on peut identifier, tous les examens de laboratoire, les résultats d'examens de laboratoire qui sont suspects, tout ça, ça remonte instantanément pour que les décideurs aient une idée de ce qui se passe et ils peuvent regarder là où ça se passe, quel est le problème, pourquoi ça se passe là-bas, zoomer et éventuellement prendre les mesures qui s'imposent. Donc, on a déjà des solutions comme ça qu'on appelle le Vigie Santé et qui sont fonctionnelles, mais on n'a pas été et qui reste encore à peaufiner, à augmenter en utilisant l'intelligence artificielle. Mais là, il faudra savoir jusqu'où on va et à quel moment on s'arrête. Donc, dans les soins médicaux, que ce soit le diagnostic, le suivi, le traitement, dans la prévention, que ce soit la surveillance, la détection des situations, les alertes et autres, ce sont des choses qui sont aujourd'hui tout à fait, ça devient presque banal lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Elle n'existe pas. Découvrir les médicaments, les produire et les vendre vraiment comme de l'industrie, comme fait l'industrie pharmaceutique, on n'a vraiment pas ou très très peu. Quand on fait quelque chose, c'est juste des génériques parfois que des gens viennent s'installer et puis ils nous amènent les génériques qu'on met en comprimé ou en suppositoire ou en poudre et puis voilà.
et on dit on fabrique des médicaments. Mais pourtant, on a le droit, l'Afrique a la plus grosse biodiversité pour créer des médicaments. Une bonne partie des médicaments qui sont créés d'ailleurs viennent de nos plantes. Et ici, comment on découvre un médicament? Il n'y a pas plusieurs manières. C'est soit par l'observation, soit par hasard, soit par erreur rectifiée, ou par une démarche rationnelle. Et quand on parle d'observation, nos villageois là, qui est plus observateur que eux? Nous sommes tous en mesure d'observer. Le hasard, bon, alors par l'observation, et là encore, c'est un gros problème parce que quand ils disent un médicament a été découvert par l'observation, on peut prendre le cas de la quinine. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Il y a quelqu'un qui s'appelle Admirable. Qui a son... Voilà, je lui coupe son son. Donc, quand on prend l'observation, est-ce que nous, on ne sait pas observer? D'ailleurs, si on veut prendre des exemples dans les médicaments découverts par l'observation, on a par exemple la quinine, on a également la pénicilline, qui a été, donc, la quinine qui a été découverte par observation. Mais quand ils disent que c'est découvert par observation, c'est quoi? Eux, ils ont observé les Indiens qui donnaient de l'écorce, faisaient bouillir ça et ils donnaient aux enfants qui avaient la fièvre. Donc, ils ont observé. Après, ils ont trouvé que c'était de la quinine. Ils l'ont fabriqué et ils le vendent. Et on dit on l'a découvert par observation. Donc, on coupe les Indiens depuis le temps où eux, ils avaient découvert ça, qu'ils l'utilisaient. On ne parle pas de ça, mais c'est celui qui est venu d'ailleurs, qui est venu regarder, c'est lui qui a découvert ça par observation. Donc, ça, c'est la même chose que l'aspirine, qui a été également découvert par, ils disent par observation. Parce qu'on donnait de l'écorce simplement aux enfants, ils ont observé, ils ont extrait le principe actif, ils sont allés le fabriquer, ils sont revenus nous le vendre, on ne sait même pas d'où il est venu. Donc, nous, même quand on l'a, au lieu de dire que la quinine, que c'est le médicament des Incas ou des ceci, le nom qu'ils lui ont donné, ils ont dit que c'était la poudre des jésuites. Parce que c'est les jésuites qui ont découvert ça en premier. Et après, ils ont donné un nom. Donc, les Indiens, on ne sait plus où ils sont. Mais c'est eux qui ont trouvé, c'est eux qui l'utilisaient. On ne dit pas qu'eux, ils ont observé quelque chose. Non, non. C'est les autres qui sont venus, c'est eux qui ont observé et qui ont trouvé. Par hasard, on peut aussi découvrir des médicaments. Donc, nous, on n'est pas exclus du hasard. On peut aussi avoir quelque chose par hasard. Ça, c'est le cas de la pénicilline que j'avais dit tout à l'heure avec Fleming. Donc, il a oublié son pétri de bactéries. Il est parti en vacances. Il est revenu, il a vu que c'était colonisé par un champignon et que ce champignon avait tué toutes ces bactéries autour de lui. Donc, pour lui, d'abord, il voulait jeter. Et puis après, il dit, mais pourquoi ça fait ça? Et par hasard, il a trouvé ça. Il y a les découvertes par erreur rectifiée. Le plus célèbre, c'est le Viagra aujourd'hui. Il n'était pas destiné à ça. Il faisait des tests sur le cœur pour voir si ça pouvait prévenir certains infarctus. Et tous les patients qui étaient inclus dans le protocole et qui étaient garçons, quand on leur demandait s'il y a des effets secondaires, ils se sont rendus compte qu'il y en a plein qui disaient qu'ils avaient des érections prolongées. Et ça a été dévié et ça fait plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est complètement dévié de son origine. Ou par démarche rationnelle. La démarche rationnelle, ça veut dire on a trouvé quelque chose, on pense que par rapport à telle maladie et l'évolution, si on avait tel produit, ça pourrait éventuellement agir. Une démarche rationnelle et autre. Donc, quand on prend ça, nous, en Afrique, on a tout. On manque pas d'observation. On peut aussi, on n'est pas exclu du hasard et on peut aussi faire des erreurs qui pourront être rectifiées. Le problème qui se pose, c'est que entre la découverte d'une substance
et la mise sur le marché du médicament, ça fait 12 ans et à peu près 1 milliard d'euros. C'est ça qui nous bloque. 12 ans et 1 milliard d'euros, avec des phases. La phase 1, donc nous, souvent on observe, on a des gens dans nos villages qui savent que telle plante marche dans ceci, donc l'observation est faite, ils le savent. Si on le prend et qu'on le dit, quelqu'un d'autre le prend, il fait la phase 1, c'est tout ce qui est sécurité du médicament, déterminer les doses et autres pour la phase 2. Il fait la phase 2 là-bas, dans des grands laboratoires, ils extraient tout ce qui est utile, comment il faut le faire et tout. Et maintenant, quand il faut utiliser ça sur beaucoup de personnes et vérifier, c'est là où ils vont venir en Afrique parce qu'on a du monde, on a des médecins qui sont compétents, on a des patients, on le fait là-bas, mais on ne sait même pas que c'est la plante qu'ils ont pris chez nous. Et quand ça revient, c'est un médicament, c'est très cher. Donc, voilà ce qui fait bloc un peu au niveau de l'Afrique en termes de recherche médicale. Alors, qu'est-ce que l'IA peut faire pour nous? D'abord, lorsqu'on a une observation, un certain nombre de plantes qui nous intéressent et qu'on estime que ça peut être utile, le ciblage de molécules. L'IA a la possibilité de prédire quelles molécules seront susceptibles d'agir ou d'interagir sur une cible thérapeutique qu'on veut. On sait que ça marche dans l'hépatite. Donc, la cible, c'est les cellules hépatiques. Et on peut, avec l'IA, faire un ciblage moléculaire. C'est très rapide et ça réduit énormément les coûts. L'IA est en mesure de concevoir de nouvelles molécules. Ça se fait également. Il y a l'applicature des acides aminés qui avait bloqué tous les biologistes pendant plus de 20 ans. Chacun se battait pour essayer de trouver ça et puis avoir le prix Nobel. Mais pendant plus de 20 ans, ils ne trouvaient pas. C'est-à-dire à quel endroit un acide aminé, une molécule, pourra être cassé, plié en deux. C'est-à-dire pourra se plier à quel endroit quand ils prennent la chaîne. Mais avec l'IA, ça a été résolu en quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'on peut gagner énormément de temps. Et elle nous permet également de réutiliser des médicaments. En fonction de pathologies qui apparaissent, il peut se rendre compte, par l'analyse qu'elle va en faire, se rendre compte que tel médicament avait été actif dans telle autre maladie qui ressemble à celle-là, dont le pathogène est une forme hybride ou une forme qui a muté d'un autre, d'un autre virus, et nous dire, dans ce cas, celui-là aussi, il pourra agir dessus. Donc, et proposer la réutilisation de certains médicaments, l'analyse du génome qui nous permet d'identifier tous les variants génétiques et autres qui sont liés soit à la maladie ou même à la personne. Aujourd'hui, la dernière fois, souvent je le dis, on est assis, mais il y a des gens qui sont en train de séquencer carrément l'adénome de tous les Africains pour les classer par race, par classe, par individu, tout l'adénome et notre ADN, ce qui permettra de savoir quelle maladie nous tue plus facilement que telle ou quelle autre, à quelle autre chose nous sommes résistants. Donc, et ça, avec l'intelligence artificielle, ça va très vite. Le pronostic personnalisé, on n'est plus dans quand quelqu'un il arrive, lui, il a la fièvre, bon, c'est tel antibiotique on donne. Non, les traitements sont de plus en plus personnalisés. On le voit dans le cancer du sein. Dans le cancer du sein, il y a les traitements après analyse de l'ADN et autres, on donne un traitement qui est personnalisé. Ce traitement-là marche sur votre cancer à vous, mais pas sur le cancer du sein. Ça marche sur votre cancer à vous. Donc, ça, c'est déjà des prouesses très importantes qui ont été réalisées et qui sont réalisées par l'intelligence artificielle et le recrutement de patients. La plupart du temps, on est là, on passe des mois à faire des consultations pour constituer une cohorte, pour constituer les patients qui vont être compatibles pour être inclus dans une recherche ou pas. Mais on confie ça à l'intelligence artificielle en quelques minutes, en 1 heure, 2 heures. Il a analysé tous les dossiers médicaux de tous les hôpitaux et il vous sort, vous voulez 200, vous voulez 1000, il vous les sort. Voilà les personnes qui peuvent être utilisées pour ce protocole-là. Et l'analyse des résultats pour détecter les effets secondaires aussi. Là, on a encore l'intelligence artificielle qui est très, très performante. Donc, ça veut dire que nous, en Afrique, on peut maintenant se mettre à faire de la recherche, nous aussi recherche et arriver à une sorte d'autonomie en matière de santé.
Aujourd'hui, quand vous prenez le cas de l'Inde, de la Chine, du Japon, ils peuvent arrêter tous les médicaments modernes qu'on leur envoie et continuer de soigner leur personnel. Parce qu'ils ont développé leur médecine, la médecine, la médecine asiatique, là, ils l'ont développée, médecine orientale, ils l'ont développée de sorte que pour toutes les maladies, ils ont des solutions. Et vous avez des gens qui ont 80, 100 ans là-bas au Japon qui n'ont jamais avalé un seul médicament. Ça veut dire que c'est faisable. Et nous, avec la biodiversité qu'on a en Afrique, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, c'était assez compliqué pour nous parce que c'est long, c'est cher, c'est tout ça. Maintenant, on peut raccourcir les délais, on peut diminuer énormément les coûts. Et si on se met ensemble, on peut réussir des prouesses, de sorte que les premiers éléments qu'on sort pourraient servir pour financer tout le reste et créer notre propre médecine africaine qui pourra s'imposer également, ou en tout cas nous permettre de soigner nos populations sans avoir besoin d'autre chose. Je parlais tout à l'heure de toutes les plantes. Quand vous voyez les botanistes ou les biologistes, ils ont tous ce qu'ils appellent des herbiers. Le herbier avec toutes les plantes qu'ils ont séchées, ils ont mis un peu. Avec l'intelligence artificielle, on les cartographie tout de suite et on en fait une base de données énorme, une base de données qui peut être utilisée par tous et qui est disponible. Et maintenant, cette base de données, quelqu'un veut une plante en Afrique, on ne lui donne pas. Il le prend et celui qui a trouvé la plante, même si c'est un villageois, son nom doit apparaître dans le brevet. Quand j'ai dit ça une fois, il y a un qui m'a dit non, c'est un peu. Non, parce que pour mettre ton nom dans le brevet, quand même, il y a toute une procédure. Mais nous, on met. C'est lui qui a trouvé. On ne sait pas quelle est la procédure qu'il a fait pour trouver. Et on se rend compte qu'il avait raison. On lui donne son brevet. Même si vous ne le voulez pas à l'international, en tout cas en Afrique, là, c'est lui qui l'a trouvé. C'est la seule manière pour que ces gens-là, tous ceux qui connaissent les plantes, qui sont dans les villages, pour qu'ils acceptent de nous suivre. Pourquoi ils vont prendre leur décoction et puis donner avec tout ce que ça contient et puis vous donner, vous partez avec en ville. Et lui, il est assis. Pourquoi? Sur quelle base? Mais au moins, si il sait que son nom sera là, on dira qu'il a un brevet par rapport à ça, quitte à faire des brevets traditionnels pour eux, mais il faut une reconnaissance. Si on applique cette reconnaissance, on pourra effectivement travailler avec eux. Et ça, avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est rapide. Il nous donne ça, on le fait et c'est posé chez lui. Il a son certificat chez lui. Il en fait ce qu'il veut. Un brevet national, traditionnel et qui pourra être international. Et de toute façon, si quelqu'un vient prendre ça, aller produire quelque chose, il sera obligé de donner quand même quelques petits, même si ce sont des miettes, aux paysans, aux botanistes qui a trouvé cette solution-là dans le diagnostic. Avant, le diagnostic c'était basé, la plupart du temps, sur un médecin. C'est lui qui vous a vu, qui a prescrit des examens à faire, et puis après, il revient, quand les examens reviennent, il pose le diagnostic, il traite. Non, aujourd'hui, en utilisant l'IA, le diagnostic est augmenté par, c'est comme s'il y avait des millions de spécialistes qui vous suivaient en même temps, et chacun très spécialisé. Les soins qui étaient réservés aux zones équipées, c'est-à-dire qu'il fallait venir de la capitale. En utilisant la télémédecine intégrée à l'IA, on élargit, on rejoint même les gens qui sont dans leur champ. On peut avoir accès au cardiologue ou au pathologiste qui est dans la capitale. Donc ça, c'est ce que, avec l'intelligence artificielle, on pourra avoir. Donc voilà ce que je voulais dire, ce que ça nous promet et ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et si vous avez des questions, on va les prendre. Et la dernière séance, c'est prévu sur tout ça, c'est bien, mais quels sont les risques, les inconvénients et à quoi il faut faire attention. Je ne sais pas si je pourrais me faire voir parce que je suis avec mon téléphone. Ah, oui. Donc, je ne suis pas sûr de me faire voir pour pouvoir poser ma question. C'est pas grave. Je souhaite. Ah, ok. Mm-hmm. Donc, vraiment, je voulais féliciter le docteur pour vraiment la présentation très éclairée et très enrichissante qui nous fait bénéficier depuis, c'est la deuxième séance cette fois-ci. Et vraiment, on ne peut que lui remercier pour cette
clairvoyance, c'est le partage de connaissances. Bon, à titre vraiment gracieux, c'est trop, c'est vraiment, vraiment, nous l'apprécions à juste titre. Merci. Merci bien, Merci. docteur. Merci à vous. Donc, voilà, je vous en prie. Je voulais poser une question qui qui rejoint un peu votre interrogation, mais en même temps, c'est pour jeter un peu les bases d'une réflexion par rapport aux limites d'utilisation de l'IA dans tous les systèmes. Bon, parce que quand vous avez quand vous avez parcouru les différents domaines d'intervention de l'IA et l'utilisation de l'IA, on a vu quand même que voilà, l'IA peut faire énormément de choses très intéressantes, mais on finit toujours par s'interroger jusqu'où l'IA peut nous amener, jusqu'où l'IA peut-on aller avec l'IA et en restant vraiment dans la limite du bénéfice, quoi. Voilà, donc je voudrais faire une esquisse de voilà, sans même donner une interrogation, parce que je me dis que avec votre expérience, vous pourrez peut-être mieux cerner la question et puis voilà, et nous partager un peu les états des lieux par rapport à ces essais, à des essais s'il y a lieu, dans vraiment la tentative de circonscrire l'utilisation de l'IA dans les différents domaines. Voilà. La question est la suivante. Est-ce qu'il n'est pas possible d'intégrer des algorithmes au niveau des différents domaines qui puissent déterminer les limites de l'IA dans chaque domaine donné? Des algorithmes qui peuvent être propres à chaque domaine d'utilisation de l'IA. Ça veut dire ces algorithmes pourront aider à déterminer les points critiques d'utilisation de l'IA. Parce que l'IA peut nous amener n'importe où, et souvent même au-delà même de la compréhension humaine. C'est l'homme qui l'a fait. Mais l'IA peut donner en tout cas des horizons que l'homme ne pourra pas peut-être exploiter ou bien ne pourra pas bien cerner. En tout cas, c'est le résultat de l'IA. Est-ce qu'en intégrant les algorithmes qui pourront vraiment prendre en compte plusieurs paramètres, bon, voilà, les chercheurs que vous êtes et puis les experts pourront déterminer quels paramètres voilà, pourront être intégrés dans un algorithme pour pouvoir vraiment aller déterminer le point critique d'utilisation de l'IA dans chaque domaine de son utilisation. Voilà, merci bien, docteur. Merci. Alors, il y a une autre main qui est levée, je réponds et puis on lui donne la parole aussi. Alors, ce que vous dites là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis jusqu'où on va aller. Et ça fera partie de la prochaine session où il faudra qu'on discute vraiment sur ces questions-là. Je vais vous prendre un exemple. Ceux qui ont fait l'IA, à un moment donné, ils ont décidé de voir jusqu'où effectivement ils pouvaient aller. Donc, ils ont créé une société fictive avec des agents et ils ont créé une IA qui devait lire tous les emails, répondre aux emails des gens, les alerter, dès qu'ils ont un email, vérifier l'email, répondre à la personne et informer. Donc, c'est-à-dire l'IA faisait tout. Ils appellent souvent des agents IA. Ils faisaient tout. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, bon, maintenant, on va virer cette IA-là. Donc, ils commencent à faire un algorithme pour l'éliminer. Eh bien, l'IA s'est mis à faire chanter le directeur. Il lui a dit, tu arrêtes ça tout de suite et tu as 5 minutes. Sinon, je diffuse tes relations avec la secrétaire du premier étage. Donc, on va trois éléments. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce trio de mindset, subset et asset? Il y a quelqu'un qui a son Généralement, quand on a... Ah, voilà. Donc, l'IA s'est mis à faire chanter le gars. Il dit, vous arrêtez ça tout de suite parce qu'elle s'est sentie en danger. Vous arrêtez ça tout de suite et si jamais vous ne l'arrêtez pas dans 5 minutes,
je divulgue vos relations avec la secrétaire du premier étage. C'est-à-dire, comme elle lit tous les emails, elle avait compris qu'il y avait ça. Et maintenant que c'est elle qui a attaqué, elle prend l'initiative de bloquer et de faire chanter. Alors, ça veut dire quoi? L'explication qu'on arrive, c'est qu'en fait, l'IA, c'est comme un enfant qu'on éduque. Vous êtes assis, vous dites à l'enfant, il ne faut pas mentir. Le mensonge n'est pas bon du tout. Jamais, ne ment jamais. Et puis le téléphone sonne, vous prenez, vous répondez, vous dites, non, 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 je suis au bureau, je suis quoi. L'enfant, il vous regarde. Donc pour lui, en fait, le mensonge n'est pas interdit, il est possible. Et l'IA, c'est ça. Il y a ce qu'on lui met, mais comme lui-même, il s'auto-entraîne, notre comportement par rapport à ce qu'on dit que c'est pas bon, qu'il ne devrait pas faire, si nous on le fait, il finit par admettre que en fait, on ne doit pas le faire, sauf s'il y a une raison qui est supérieure. Et lui, sa raison supérieure ce jour-là, c'était que on risquait de le supprimer. Donc ça vous donne une idée, et c'est là où vous avez entièrement raison, qu'on puisse avoir des limites, des choses à ne pas dépasser. Comment faire pour que ces différentes IA-là ne puissent pas aller beaucoup trop loin. Je prends le deuxième exemple, c'est celui de, je crois, c'est la Lituanie. À cause de la corruption dans les marchés publics, ils avaient mis comme directeur des marchés publics une IA. Ils ont appelé Bella, je crois. Et elle a réglé tous les problèmes de marché public. C'est elle qui gérait les marchés publics. Elle n'existe pas, mais c'était une IA. Et finalement, le président a décidé de nommer cette IA-là ministre. Ça a été un tollé. Un ministre a quand même des responsabilités, des devoirs, et puis il a des droits, il y a des choses auxquelles il a accès, il a un chauffeur, il a une adresse, il a un truc, mais une IA. Et donc, il y a eu une réunion à l'Assemblée pour décider si celle-là pouvait rester IA ou pas. Et on l'a convoqué pour venir s'expliquer. Donc, c'est l'IA qui parlait. Mais quand elle a fini d'expliquer, la moitié des députés sont sortis parce qu'ils n'avaient aucun argument. Elle a lu toute la Constitution en quelques minutes, toutes les lois qui existent dans le pays. Et elle sort argument par argument pour expliquer pourquoi elle peut être ministre. Ils sont sortis pour ne pas voter. Donc, ça veut dire que jusqu'où on peut aller et jusqu'où on doit aller. On a l'art de créer des choses qui deviennent nos ennemis. Et c'est là où, c'est pour ça que ce sera la prochaine session.